Anne gara sa vieille Clio devant la maison de ses parents à Lille, sentant déjà cette tension familière lui nouer l'estomac. À ses côtés, Lucas rajustait nerveusement son pull, ses petites mains tremblant légèrement car le garçon de 5 ans savait avec cet instinct particulier aux enfants que ces dîners n'étaient jamais vraiment des moments de joie. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne frappe, et sa mère apparut vêtue d'un tailleur impeccable, son parfum capiteux flottant dans l'air froid de novembre. Son regard parcourut Anne de haut en bas, s'attardant sur son manteau usé et ses chaussures pratiques d'aide-soignante, sans prononcer le moindre mot de bienvenue. Dans la salle à manger, son père et Mathieu étaient déjà installés autour d'une table où l'odeur riche de la carbonade flamande emplissait la pièce, se mêlant à celle du pain frais et des frites dorées. Le ventre d'Anne gargouilla malgré elle, car entre 2 vacations à l'hôpital, elle n'avait mangé qu'un sandwich avalé debout. Mathieu leva les yeux de son téléphone avec un sourire narquois, lançant d'un ton faussement surpris qu'il se demandait si la voiture tiendrait le trajet. Anne ignora la pique et guida Lucas vers les chaises désignées au bout de la table, loin du plat principal, toujours à l'écart. Le repas commença dans un silence tendu, ponctué uniquement par le bruit des couverts contre la porcelaine. Anne observait son père se servir généreusement, tandis que Mathieu commentait le dernier contrat de l'entreprise familiale, et sa mère picorait en hochant la tête. Puis vint le moment de servir Lucas, et sa mère se leva brusquement pour disparaître dans la cuisine. Elle revint avec une assiette qu'elle posa devant le petit garçon, et Anne fronça immédiatement les sourcils, car quelque chose clochait. Les morceaux de viande paraissaient étrangement sombres, mélangés à une substance brunâtre qu'elle reconnut avec un haut le cœur. C'était de la pâtée pour chien, celle de Rex qui dormait près de la cheminée. Elle leva les yeux vers sa mère, cherchant une explication, mais le visage restait impassible, presque défiant. Anne demanda d'une voix tremblante ce que c'était, oscillant entre l'incrédulité et la rage montante. Son père leva enfin les yeux, mâchant lentement avant de répondre avec un calme glacial que c'était de la nourriture, et que le gamin devrait être content, vu son salaire de misère. Anne sentit ses mains se crisper sur le bord de la table, tandis que Lucas fixait l'assiette sans comprendre, ses petits doigts hésitants au-dessus de la fourchette. Elle murmura qu'il ne pouvait pas faire ça, mais son père abattit son poing sur la table avec violence. Il hurla que ce gamin serait un raté comme elle, 32 ans, divorcé, à travailler comme femme de ménage dans un hôpital. Anne serra les dents et corrigea d'une voix étranglée qu'elle était aide-soignante. Mais Mathieu éclata de rire, un rire cruel qui résonna contre les murs, ricanant que le petit avait même dû aimer, puisque les gosses mangent n'importe quoi. À cet instant, quelque chose se brisa en Anne, pas son cœur déjà fissuré, mais une dernière barrière de respect filial qui vola en éclats. Elle se leva avec un calme qui la surprit elle-même et prit Lucas dans ses bras, sentant le petit corps trembler contre elle, tandis qu'il enfouissait son visage contre son épaule. L'humidité chaude de ses larmes traversa son pull en quelques secondes. Anne planta son regard dans celui de son père, et pour la première fois de sa vie, elle ne baissa pas les yeux. Elle dit d'une voix douce, presque un murmure, qu'ils venaient de faire la plus grande erreur de leur vie, et ces mots portaient une promesse qui glaça l'atmosphère. Elle tourna les talons sans attendre, ignorant les protestations de sa mère, et la porte claqua derrière elle tandis que le froid de novembre la gifla comme une absolution. Dans la voiture, Lucas renifla doucement et demanda pourquoi mamie et papy étaient les méchants. Anne ne répondit pas tout de suite, cherchant les mots pour expliquer à un enfant de 5 ans que certaines personnes pouvaient être des monstres. Elle murmura finalement qu'ils avaient oublié ce que signifiait être humain. Elle roula quelques minutes dans les rues sombres avant de se garer, sa respiration saccadée et ses yeux brûlants. Elle ouvrit la boîte à gants d'une main tremblante et sortit une enveloppe Kraft cornée par les mois d'attente. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de documents découverts 3 ans plus tôt, des factures falsifiées et des déclarations truquées, prouvant une évasion fiscale systématique. Elle les avait gardées sans savoir pourquoi, comme une assurance pour un jour hypothétique. Ce jour venait d'arriver. Anne caressa les cheveux de Lucas, sentant l'odeur de son shampoing à la pomme verte, et prit sa décision. Il n'humilierait plus jamais son fils. Plus jamais. Anne ne trouva pas le sommeil cette nuit-là, allongée dans le petit appartement du quartier de Oisem qu'elle louait depuis le divorce. À travers les murs fins, elle entendait le voisin du dessus rentrer de son service de nuit, et dans la chambre d'à côté,
Lucas respirait doucement dans son sommeil agité. Elle fixait le plafond fissuré, en laissant les souvenirs remonter à la surface, ces fragments de son enfance qu'elle avait longtemps tenté d'enfouir. Elle se revoyait à 8 ans, ramenant son premier bulletin scolaire, avec une moyenne générale excellente, les yeux brillants de fierté, en le tendant à son père. Il avait à peine levé les yeux du journal, murmurant que c'était bien, mais que Mathieu faisait déjà mieux à son âge, avant de retourner à sa lecture sans un sourire. Elle se souvenait de sa mère qui soupirait chaque fois qu'elle parlait de ses rêves, lui répétant qu'une fille devait surtout penser à bien se marier plutôt qu'à faire des études interminables. Puis, il y avait eu cette grossesse non planifiée à 26 ans. La panique dans les yeux de Damien, quand elle lui avait annoncé. Le mariage précipité dans une mairie froide, où ses parents étaient intervenus par obligation, mais avec des visages fermés. Sa mère avait murmuré durant toute la cérémonie que c'était une honte, que les gens allaient y parler, et son père n'avait même pas porté de toast lors du repas qui avait suivi dans un petit restaurant près de la gare. Le divorce 2 ans plus tard avait paradoxalement donné raison à ses parents dans leur esprit tordu, comme si l'échec du mariage prouvait qu'elle était incapable de réussir quoi que ce soit. Damien était parti en laissant des dettes et des promesses non tenues, payant la pension alimentaire de manière irrégulière quand l'envie lui prenait, et ses parents avaient choisi son camp à lui plutôt que le sien, invitant même son ex-mari au repas de famille alors qu'elle n'était plus la bienvenue. Anne se leva dans l'obscurité de sa chambre, sentant le parquet froid sous ses pieds nus, et se dirigea vers la cuisine minuscule pour se préparer un café. Le réveil digital du four indiquait 4h23, et dans moins de 2 heures, elle devrait être au CHU de Lille pour prendre son service du matin. Elle travaillait en double vacation 3 fois par semaine pour joindre les 2 bouts, enchaînant les journées de 12 heures dans le service de gériatrie où les patients lui souriaient avec plus de chaleur que sa propre famille ne l'avait jamais fait. Le café chaud brûla légèrement sa langue, tandis qu'elle s'installait à la petite table de la cuisine, ouvrant son ordinateur portable pour réviser ses cours de gestion hospitalière, qu'elle suivait 3 soirs par semaine à l'université. C'était épuisant de jongler entre le travail, Lucas et les études, mais c'était sa seule chance de progresser vers un poste de coordinatrice qui lui permettrait de respirer financièrement. Son téléphone vibra sur la table, affichant un message de Fatima qui prenait son service de nuit et savait qu'Anne dormait peu. « Tu vas bien ? T'as l'air bizarre hier à la relève. » Anne sourit malgré elle en tapant une réponse rapide, car Fatima était devenue bien plus qu'une simple collègue au fil des mois. Elle était devenue la sœur qu'elle n'avait jamais eue, celle qui comprenait la difficulté d'élever seule un enfant avec un salaire d'aide-soignante. Elle lui répondit qu'elle passerait la voir pendant la pause du matin, qu'elle avait besoin de parler de quelque chose d'important. Fatima répondit immédiatement par un emoji de café et un « Je t'attends ». Puis Anne éteignit son téléphone pour ne pas réveiller Lucas avec les notifications. À 7 heures, après avoir déposé Lucas à l'école maternelle Pasteur avec un baiser sur le front et la promesse qu'il mangerait des crêpes ce soir, Anne traversa les couloirs familiers du CHU en saluant les collègues de l'équipe de jour. L'odeur de désinfectant mêlée à celle du café de la machine automatique du couloir C était devenue son quotidien, et elle enfilait sa blouse blanche en pensant déjà à ce qu'elle allait dire à Fatima. À la pause de 10 heures, elles se retrouvèrent dans la petite salle de repos du personnel, et Anne sortit l'enveloppe Kraft de son sac à main. Fatima fronça les sourcils en voyant les documents, ses yeux parcourant rapidement les factures falsifiées et les déclarations fiscales truquées que le père d'Anne avait soigneusement cachées pendant des années dans son bureau. Il y avait des preuves de sous-facturation systématique sur les contrats de fourniture de matériel médical à la mairie, des montages pour échapper à la TVA et des virements suspects vers des comptes offshore. Fatima releva la tête, son visage habituellement souriant marqué par l'inquiétude. « Anne, tu réalises ce que ça représente ? Si tu utilises ça, ta famille va... » Elle ne termina pas sa phrase, laissant le poids des conséquences flotter dans l'air entre elles. Anne serra sa tasse de café tiède entre ses mains, sentant la chaleur du carton à travers ses paumes fatiguées. « Ils ont humilié mon fils, Fatima, » murmura-t-elle d'une voix que l'émotion rendait rauque. « Ils lui ont servi de la nourriture pour chien pendant qu'il se gavait. Mon père a dit que Lucas serait un raté comme moi. » Elle marqua une pause, avalant la boule qui lui serrait la gorge. « Ils vont comprendre ce que ça fait de tout perdre. » Fatima posa sa main sur celle d'Anne, ses doigts chauds contrastant avec la froideur qui habitait son amie depuis la veille. « Tu vas vraiment faire ça ?
demanda-t-elle doucement, sans jugement dans la voix, juste une inquiétude sincère pour ce que cette bataille allait coûter à Anne sur le plan émotionnel. Anne hocha la tête lentement, rangeant les documents dans l'enveloppe avec des gestes précis et déterminés. Elle allait le faire, pour Lucas, pour sa dignité, pour toutes ces années où elle avait baissé la tête en espérant qu'un jour, il la verrait enfin. Ce jour ne viendrait jamais. Elle le comprenait maintenant. Et il était temps d'arrêter d'attendre leur amour. Son téléphone vibra dans sa poche, alors qu'elle se levait pour retourner au service. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran, accompagné d'un message court qui fit battre son cœur plus vite. « Nous devons parler de votre famille. C'est urgent. » Anne fixa le message sur son téléphone pendant plusieurs secondes avant de répondre, ses doigts hésitants au-dessus du clavier tactile. Le numéro inconnu lui proposait un rendez-vous le soir même dans un café près de la place du théâtre, un lieu public et neutre qui la rassura légèrement. Elle accepta, poussée par une curiosité mêlée d'appréhension, puis glissa le téléphone dans sa poche en essayant de se concentrer sur le reste de sa journée de travail. Le café. La chicorée était à moitié vide quand elle arriva à 18h, et un homme d'une trentaine d'années se leva d'une table près de la vitrine en la voyant entrer. Il avait ce regard direct et cette posture assurée des gens habitués aux tribunaux, et quand il se présenta comme Julien Moreau, avocat spécialisé en droit des affaires, Anne sentit son estomac se nouer. « Je suis votre cousin éloigné du côté maternel », expliqua-t-il en lui tendant une carte professionnelle sobre. « Nous nous sommes croisés peut-être 2 fois dans notre enfance, lors de communion ou de mariage. » Anne fouilla dans sa mémoire sans trouver de souvenir précis de cet homme, mais le nom Moreau lui disait vaguement quelque chose du côté de sa grand-mère maternelle. Julien commanda 2 cafés avant de se pencher légèrement vers elle, baissant la voix malgré le bruit de fond du percolateur. « J'ai été coupé de la famille il y a 7 ans, parce que je refusais de cacher qui j'étais vraiment, » commença-t-il avec une franchise directe. « Je suis gay, et votre mère a fait en sorte que je ne sois plus invitée à aucune réunion familiale pour ne pas, je cite, donner le mauvais exemple. » Il marqua une pause, ses doigts tapotant nerveusement contre sa tasse. « J'ai appris ce qui s'est passé hier soir par Sophie Delcourt, une ancienne secrétaire de l'entreprise de votre père. » Anne sentit son pouls s'accélérer en entendant ce nom, car Sophie avait été licenciée abusivement 2 ans plus tôt après avoir refusé les avances du directeur commercial, un ami proche de son père. « Sophie m'a contactée quand elle a su que vous étiez présente à ce dîner. » Poursuivit Julien en sortant un dossier de sa sacoche en cuir. « Elle sait ce que vous possédez comme document, et elle veut témoigner si vous décidez d'aller jusqu'au bout. » Il ouvrit le dossier devant Anne, révélant des copies de contrats et de correspondances internes qui complétaient parfaitement les preuves qu'elle détenait déjà. « Le problème, c'est que vos documents datent de 3 ans, expliqua-t-il d'un ton professionnel. Pour un dossier solide auprès de la Direction générale des finances publiques, il nous faut des preuves récentes montrant que les pratiques continuent. » Il releva les yeux vers elle, et Anne y lut une détermination qui faisait écho à la sienne. « Je peux vous aider, pro bono, mais vous devez être sûr de vouloir aller jusque-là. » Anne pensa à Lucas qui l'attendait chez la nounou, à son visage confus devant cette assiette de nourriture pour chien, aux larmes silencieuses qu'il avait versées dans la voiture. Elle pensa aux années d'humiliation, aux remarques cinglantes, au mépris constant qui avait façonné sa vie comme une sculpture qu'on taille à coups de burin. « Je suis sûre, » répondit-elle simplement, sa voix ne tremblant pas. Julien hocha la tête et commença à expliquer la procédure, les délais, les risques potentiels d'un retour de bâton juridique de la part de son père qui ne manquerait pas d'avocats coûteux. Mais Anne écoutait à peine les détails techniques, car son esprit était déjà ailleurs, imaginant le moment où tout s'effondrerait pour ceux qui avaient construit leur empire sur le mensonge et l'arrogance. En sortant du café, elle reçut un appel de la nounou qui lui demandait de venir chercher Lucas un peu plus tôt que prévu. En arrivant, elle trouva son fils assis dans un coin de la salle de jeu, et quand il leva ses grands yeux vers elle, Anne y vit quelque chose qui lui serra le cœur. Une tristesse qu'un enfant de 5 ans ne devrait jamais porter. Elle le prit dans ses bras, sentant son petit corps se blottir contre elle avec une confiance absolue, et renouvela silencieusement sa promesse. Plus jamais personne ne le ferait se sentir indigne. Plus jamais. Son téléphone vibra alors qu'elle attachait Lucas dans son siège auto. Un message de Mathieu s'affichait à l'écran.
Papa sait que tu as quelque chose contre lui. Il m'a envoyé te faire une offre. » Mathieu débarqua le lendemain soir sans prévenir, sonnant à la porte de l'appartement d'Anne avec une insistance qui fit sursauter Lucas sur le canapé. Anne ouvrit en gardant la chaîne de sécurité, découvrant son frère visiblement nerveux, les mains enfoncées dans les poches de son manteau Burberry, qui contrastait violemment avec le couloir défraîchi de l'immeuble de Oisem. « Il faut qu'on parle », dit-il sans préambule, et Anne le laissa entrer à contre-cœur après avoir installé Lucas dans sa chambre avec ses dessins animés. Mathieu resta debout au milieu du petit salon, regardant autour de lui avec un mélange de gêne et de condescendance à peine dissimulé, puis il sortit une enveloppe épaisse de sa poche intérieure. Il la posa sur la table basse avec un bruit sourd qui trahissait son contenu. « 15 000 € en liquide, » annonça-t-il en évitant le regard de sa sœur. « Papa dit que c'est largement suffisant pour que tu oublies cette histoire et que tu passes à autre chose. » Anne fixa l'enveloppe sans y toucher, sentant la colère monter comme une marée acide dans sa gorge. « Passer à autre chose », répéta-t-elle lentement, laissant chaque mot peser dans l'air. « Comme oublier que vous avez donné de la nourriture pour chien à mon fils. » Mathieu eut au moins la décence de détourner les yeux, ses doigts tripotant nerveusement la fermeture éclair de sa veste. « C'était pas mon idée, » marmonna-t-il. « Maman a déconné, je sais, mais papa dit que vous avez tous les deux besoin d'argent. » Anne sentit ses ongles s'enfoncer dans ses paumes serrées, la rage contenue menaçant d'exploser. « Et la condition ?» demanda-t-elle, d'une voix dangereusement calme. « Parce qu'il y a toujours une condition avec papa. » Mathieu sortit alors un document plié de sa poche, un accord pré-rédigé par les avocats de leur père, stipulant un engagement de non-contact familial pour les 5 prochaines années, en échange de la somme proposée. L'argent était tentant. Terriblement tentant pour quelqu'un qui comptait chaque euro en fin de mois, qui devait parfois choisir entre réparer la voiture ou acheter des chaussures neuves à Lucas. 15 000 €, c'était 6 mois de loyer d'avance, un véhicule fiable, la possibilité de souffler enfin. Mais c'était aussi valider l'humiliation, accepter d'être acheté, reconnaître que sa dignité et celle de son fils avaient un prix. « Non », dit-elle simplement, et le mot résonna dans le silence du salon comme un coup de gong. Mathieu releva brusquement la tête, incrédule. « T'es sérieuse ? Anne, réfléchis 2 secondes, c'est une fortune pour toi. » La condescendance dans sa voix acheva de briser quelque chose en elle. « Sors de chez moi, » répondit-elle en se levant, sa voix tremblante de rage contenue. Mais Mathieu ne bougea pas, et soudain son visage se tordit dans une expression de frustration qui le vieillit de 10 ans. « Tu crois que c'est facile d'être le fils parfait ?» explosa-t-il avec une véhémence inattendue. « Je suis prisonnier de leurs attentes, Anne. Je n'ai aucune liberté, aucun choix. » Anne le regarda vraiment pour la première fois depuis des années, voyant au-delà du costume sur mesure et de l'arrogance affichée. Elle vit un homme qui avait choisi la cage dorée par lâcheté, qui avait préféré la complicité silencieuse au courage de la rébellion. « La différence entre toi et moi, » dit-elle doucement, « c'est que j'ai choisi la dignité plutôt que le confort. » Mathieu ramassa l'enveloppe avec des gestes brusques, fourrant le document dans sa poche, avant de se diriger vers la porte. Sur le seuil, il se retourna une dernière fois, son regard chargé d'un mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « Tu vas le regretter », lâcha-t-il avant de disparaître dans l'escalier. Anne ferma la porte et s'y adossa, les jambes tremblantes, tandis que son téléphone vibrait dans sa poche. Un mail de Julien s'affichait avec une pièce jointe, la déposition officielle de Sophie Delcourt, prête à être transmise aux autorités fiscales. Elle l'ouvrit, la lut attentivement, puis appuya sur « Transférer » sans hésiter. Le lendemain matin, en sortant chercher le pain, Anne trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe épaisse portant le tampon d'un cabinet d'avocats lillois. À l'intérieur, une assignation en justice. Son père la poursuivait pour diffamation et menaces, avant même qu'elle n'ait entrepris la moindre action officielle. La guerre venait officiellement de commencer. Anne lut et relut l'assignation dans la lumière grise du matin, ses mains tremblant légèrement, tandis que les termes juridiques s'imprimaient dans son esprit avec une clarté brutale. Son père l'accusait de harcèlement, de menaces voilées et de tentatives d'extorsion, le tout rédigé dans un jargon impressionnant par un cabinet réputé de la rue nationale. C'était une manœuvre préventive destinée à la discréditer avant qu'elle ne puisse agir.
et elle sentit la panique monter comme une vague froide. Elle photographia immédiatement le document et l'envoya à Julien qui répondit en moins de 5 minutes, lui demandant de le rejoindre à son cabinet dès que possible. Dans l'autobus qui la menait vers le Vieux-Lille, Anne regardait défiler les façades flamandes en se demandant si elle n'avait pas fait une terrible erreur en défiant un homme qui possédait les moyens et les relations pour l'écraser. Julien la reçut dans son bureau sobre du 3e étage, et son visage restait impassible, tandis qu'il parcourait l'assignation avec l'œil exercé d'un professionnel. « C'est du vent juridique », finit-il par dire en posant le document sur son bureau. Une tentative d'intimidation classique, mais ils ont fait une erreur tactique en agissant trop vite. Il ouvrit son ordinateur et commença à taper rapidement, expliquant qu'il allait déposer une plainte formelle auprès de la Direction générale des finances publiques avant la fin de la journée. Nous avons les factures falsifiées, les déclarations truquées et le témoignage de Sophie qui prouve que les pratiques continuent, énuméra-t-il méthodiquement. L'entreprise de votre père avait des contrats publics avec la mairie pour la fourniture de mobilier administratif, et nous pouvons démontrer une sous-facturation systématique associée à des surfacturations parallèles. Il releva les yeux vers Anne avec une détermination froide. Une fois l'enquête ouverte, son assignation contre vous tombera d'elle-même. Le dossier fut transmis le jour même, et 48 heures plus tard, Anne reçut un appel de Julien lui annonçant que le fisc avait ouvert une enquête préliminaire. L'effet fut immédiat. Son père tenta de la joindre 7 fois en une journée, laissant des messages qui oscillaient entre menaces à peine voilées et tentatives pathétiques de négociation, mais elle ne répondit à aucun. Au CHU, l'atmosphère devint tendue quand certains collègues apprirent par des connaissances communes qu'Anne poursuivait son propre père. 2 aides-soignantes du service lui adressèrent à peine la parole pendant 1 semaine, murmurant dans son dos que c'était une honte de détruire sa famille, mais Fatima et plusieurs autres la défendirent ouvertement en rappelant que personne ne connaissait vraiment ce qui s'était passé. C'est pendant cette période difficile qu'Alexandre, le patient qu'elle avait soigné quelques semaines plus tôt, réapparut à l'hôpital pour un suivi de contrôle. Il la reconnut immédiatement dans le couloir et s'enquit de sa santé avec une sollicitude qui la surprit, puis il remarqua les cernes profonds sous ses yeux et la tension visible dans ses épaules. Après quelques minutes de conversation hésitante, Anne se retrouva à lui raconter l'essentiel de la situation, omettant les détails les plus douloureux, mais laissant transparaître l'épuisement émotionnel. Alexandre l'écouta sans l'interrompre, ses yeux gris reflétant une empathie sincère qui contrastait avec le jugement auquel elle s'était habituée. « J'ai une maison de famille près du Touquet qui reste vide la plupart du temps, » dit-il finalement. « Si vous et votre fils avez besoin de souffler quelques jours, l'endroit est à vous. » Anne voulut refuser par réflexe, mais quelque chose dans son regard l'arrêta, une compréhension profonde qui ne demandait rien en retour. Le week-end suivant, elle accepta l'invitation et roula vers la côte avec Lucas qui s'émerveillait des dunes aperçues par la fenêtre. La maison était simple et lumineuse, avec un jardin qui descendait doucement vers les pins maritimes. Et pour la première fois depuis des semaines, Anne sentit ses épaules se détendre. Lucas courut dans l'herbe en riant, et Alexandre prépara un déjeuner léger qu'ils mangèrent sur la terrasse en bois, sous un soleil d'avril timide. « Tu n'as pas à affronter ça seul, » lui dit Alexandre, alors qu'il regardait Lucas construire un château de sable imaginaire dans un coin du jardin. Parfois, accepter de l'aide n'est pas une faiblesse. Anne hocha la tête sans répondre, surprise de sentir des larmes lui monter aux yeux, non pas de tristesse, mais d'un soulagement étrange face à cette gentillesse inattendue. Le lundi matin, en rentrant à Lille, elle trouva 3 messages urgents de Julien sur son répondeur. Elle le rappela immédiatement, et sa voix tendue lui glaça le sang. « Votre père vient de vendre l'entreprise en catastrophe à un concurrent », annonça-t-il sans préambule. Il essaie de cacher les actifs avant la saisie potentielle. La bataille venait d'entrer dans une nouvelle phase. La vente précipitée de l'entreprise familiale fit les gros titres de La Voix du Nord dans sa section économique régionale, et Anne lut l'article en ligne avec un mélange de satisfaction amère et de vide inattendu. Son père avait bradé en 3 semaines ce qu'il avait mis 30 ans à construire, cédant à un concurrent de Roubaix pour un prix dérisoire qui confirmait sa culpabilité aux yeux de tous ceux qui connaissaient la valeur réelle de l'affaire. Le plus cruel dans cette débâcle, c'était le sort de Mathieu qui se retrouvait sans rien du jour au lendemain. Il n'avait jamais eu de contrat de travail officiel,
juste des promesses d'héritage et un salaire versé en liquide qui n'apparaissait sur aucune fiche de paie. Et maintenant, il se retrouvait à 32 ans, sans qualification reconnue et sans droits au chômage. Anne apprit par Julien qu'il avait dû emménager dans un studio meublé près de la gare, loin du pavillon cossu de Marc-en-Barœul, où il vivait encore 6 mois auparavant. Il débarqua chez elle un soir de pluie, trempé et visiblement ivre, sonnant à la porte avec une insistance qui réveilla Lucas. Anne ouvrit en gardant la chaîne, découvrant son frère titubant dans le couloir, les yeux rougis et la laine chargée d'alcool bon marché. « Tu as gagné !» cracha-t-il avec une rage désespérée. « T'es contente maintenant ? On a tout perdu, tout !» Anne le regarda sans émotion particulière. Ce frère qui avait ri en voyant son fils humilié, qui avait choisi le confort de la complicité plutôt que le courage de la décence. « Vous m'avez tout pris bien avant cette histoire, » répondit-elle calmement. « Vous avez humilié mon fils, traité mon enfant comme un chien. Je n'ai fait que révéler la vérité sur ce que vous étiez vraiment. » Mathieu vacilla légèrement, s'appuyant contre le mur du couloir, et pour la première fois, Anne vit dans ses yeux autre chose que de l'arrogance. C'était de la peur, pure et brute, la terreur de celui qui réalise que le filet de sécurité sur lequel il comptait depuis toujours venait de disparaître. « Papa dit que c'est de ta faute si maman fait une dépression, » murmura-t-il, avant de partir en titubant vers l'escalier. « Il dit que tu as détruit la famille. » Le lendemain, leur mère tenta une dernière carte en débarquant au CHU pendant le service d'Anne, faisant une scène dans le hall d'accueil devant les patients et le personnel médical. Elle hurlait que sa propre fille avait détruit sa famille, que c'était une honte, une trahison impardonnable, et Anne dut sortir de la salle de soins pour gérer la situation sous les regards gênés de ses collègues. Elle attendit que sa mère reprenne son souffle, puis dit d'une voix claire qui porta dans tout le hall silencieux: « Vous avez servi de la nourriture pour chien à votre petit-fils de 5 ans. Vous avez appelé mon enfant un raté avant même qu'il n'apprenne à lire. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes les bourreaux. » Le silence qui suivit fut si pesant qu'on aurait pu entendre tomber une aiguille, et sa mère quitta l'hôpital sous les regards désapprobateurs des témoins de la scène. L'enquête fiscale progressait méthodiquement, et Julien informait régulièrement Anne des développements. Les inspecteurs avaient découvert bien plus que ce que les documents initiaux révélaient, remontant une piste de fraude sur 8 années qui impliquait également des fausses déclarations de TVA et des emplois fictifs. La probabilité de poursuite pénale augmentait de jour en jour, et le père d'Anne risquait une peine avec sursis assortie d'une amende qui le ruinerait définitivement. Anne ne ressentait pas de joie face à cet effondrement, contrairement à ce qu'elle avait imaginé. C'était plutôt un vide étrange, comme si la vengeance, une fois accomplie, laissait un goût de cendre dans la bouche. Elle recevait des messages de soutien inattendus, d'anciennes connaissances qui avaient elles aussi souffert de l'arrogance de son père au fil des années, des fournisseurs maltraités et des employés humiliés qui trouvaient dans sa rébellion une forme de justice tardive. Mais le soir, quand elle bordait Lucas dans son lit, elle voyait dans ses yeux une question muette qui la hantait. Un soir, alors qu'elle éteignait la lumière, le petit garçon murmura dans l'obscurité: « Maman, c'est ma faute si mamie et papy sont tristes. » Anne sentit son cœur se briser en 1000 morceaux, et elle ralluma immédiatement pour s'asseoir au bord du lit. « Non, mon chéri, » répondit-elle en caressant ses cheveux avec une tendresse infinie. Ce n'est jamais la faute d'un enfant quand les adultes se comportent mal, mais en sortant de la chambre, elle se demanda pour la première fois si le prix de cette justice n'était pas en train de devenir trop élevé. Anne remarqua les changements progressifs dans le comportement de Lucas au cours des semaines suivantes, ces petits signes que seule une mère peut détecter dans les gestes quotidiens de son enfant. Il se réveillait en pleine nuit avec des cauchemars qu'il ne parvenait pas à expliquer, restait inhabituellement silencieux pendant le trajet vers l'école, et sa maîtresse avait signalé qu'il se tenait à l'écart des autres enfants pendant la récréation. Un matin, alors qu'elle préparait son petit déjeuner, Lucas refusa de manger en fixant son bol de céréales avec une expression troublée. « C'est de la vraie nourriture pour les enfants ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Pas pour les chiens ?» Anne sentit quelque chose se déchirer en elle, comprenant que la scène chez ses parents avait laissé une marque bien plus profonde qu'elle ne l'avait imaginée. Elle prit rendez-vous le jour même avec une psychologue pour enfants recommandée par Fatima, et 2 jours plus tard, elle se retrouvait dans un cabinet lumineux du quartier de Oisem, pendant que Lucas dessinait dans la salle d'attente.
La docteure Lemoine écouta attentivement le récit d'Anne, hochant la tête avec une compréhension professionnelle qui n'avait rien de condescendant. Les enfants internalisent les conflits familiaux d'une manière très différente des adultes, expliqua-t-elle après un silence pensif. Pour Lucas, ce qu'il a vécu n'est pas seulement une humiliation, c'est une remise en question de sa valeur en tant qu'être humain. Elle marqua une pause avant d'ajouter doucement « Et malgré tous vos efforts pour le protéger, il ressent votre tension émotionnelle, votre combat permanent. » Anne sentit la culpabilité l'envahir comme une vague froide, cette question terrible qui la hantait depuis des semaines. Avait-elle fait le bon choix en poursuivant cette vengeance? La psychologue sembla lire dans ses pensées et posa sa main sur son épaule avec une gentillesse inattendue. « Vous avez protégé sa dignité en refusant que cette humiliation reste sans réponse, » dit-elle fermement. « Maintenant, il faut l'aider à comprendre ce qui s'est passé avec des mots qu'il peut saisir. » Ce soir-là, après le dîner, Anne s'assit avec Lucas sur le canapé et chercha les mots justes pour expliquer l'inexplicable. Parfois, commença-t-elle en le prenant contre elle, les grandes personnes font du mal aux autres, même aux enfants. Ce n'est jamais de la faute de l'enfant, tu comprends? Lucas hocha la tête contre son épaule, et elle continua. Quand quelqu'un te fait du mal, tu as le droit de te défendre, de dire non, de demander de l'aide. Mais on peut pardonner? Demanda Lucas en levant ses grands yeux vers elle, cette question innocente qui contenait toute la complexité du monde adulte. On peut redevenir amis avec mamie et papy? Anne prit une profonde inspiration avant de répondre avec une honnêteté qui lui coûtait. On peut pardonner quand les gens regrettent vraiment et changent leur comportement. Mais on n'est jamais obligé de laisser quelqu'un continuer à nous faire du mal. Les semaines suivantes, Lucas commença des séances régulières avec la docteure Lemoine. Et Anne vit progressivement les cauchemars s'espacer, les sourires revenir. Alexandre était devenu une présence constante et rassurante dans leur vie, passant les voir 2 ou 3 fois par semaine après son travail, apportant parfois des livres pour Lucas ou simplement s'asseyant avec eux pour regarder un film. Il ne cherchait jamais à jouer le rôle du père de remplacement, et c'était précisément cette absence de prétention qui rendait sa présence si précieuse. Un soir, alors que Lucas dormait déjà, Alexandre et Anne restèrent dans la cuisine à boire un thé, et il lui confia qu'il avait perdu sa femme 3 ans auparavant dans un accident de voiture. « J'ai appris que la vie peut basculer en 1 seconde, » dit-il doucement, « et que les gens qui ont le courage de se battre pour leur dignité méritent d'être soutenus. » Anne sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine, une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps et qu'elle identifiait difficilement. Ce n'était pas de la passion dévorante des premiers amours, mais quelque chose de plus profond et solide. Une tendresse mutuelle construite sur le respect et la compréhension. « Je tombe amoureuse de toi », réalisa-t-elle, avec une clarté soudaine. « Et ça me fait peur. » Julien l'appela le lendemain pour l'informer que le dossier fiscal touchait à sa fin, que son père allait probablement écoper d'une peine avec sursis de 18 mois et d'une amende de 80 000 € qui achèverait de le ruiner. Anne écouta ces nouvelles avec un détachement étrange, comme si tout cela concernait des étrangers plutôt que sa propre famille. « C'est normal de ne rien ressentir », dit Julien comme s'il lisait dans ses pensées. La vengeance n'apporte jamais le bonheur, juste la justice. Et ce sont 2 choses très différentes. En raccrochant, Anne trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe portant l'écriture tremblante de son père, et son cœur se mit à battre plus vite malgré elle. Anne resta plusieurs minutes immobile dans l'entrée de son appartement, fixant l'enveloppe, comme si elle pouvait en deviner le contenu sans l'ouvrir. L'écriture de son père était effectivement tremblante, presque hésitante, bien différente de la calligraphie ferme et autoritaire qu'elle avait connue toute sa vie. Elle finit par l'ouvrir et déplia les 2 pages manuscrites avec des gestes lents. La lettre commençait sans formule de politesse, directement par une tentative maladroite de justification. Son père écrivait qu'ils avaient peut-être été trop durs, que les choses avaient dérapé d'une manière qu'il n'avait pas anticipée, et qu'il reconnaissait que le dîner avait mal tourné. Mais nulle part dans ces 2 pages, il ne présentait d'excuses explicites, nulle part il n'assumait vraiment la responsabilité de ses actes ou de ses mots. Il invoquait les pressions financières de l'entreprise, les soucis qui s'accumulaient, comme si cela pouvait expliquer ou excuser d'avoir humilié un enfant de 5 ans. Il mentionnait les manières de l'époque, suggérant que sa génération avait été éduquée différemment, et que peut-être les jeunes parents d'aujourd'hui étaient trop sensibles.
La lettre se terminait par une question voilée. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de recommencer un jour, de tourner la page? Anne sentit un mélange de colère et de tristesse l'envahir en repliant les pages. Même maintenant, face à la ruine complète, son père ne parvenait pas à prononcer les mots simples « Je m'excuse » ou « J'avais tort ». Il négociait encore, cherchait des circonstances atténuantes, se positionnait en victime des circonstances, plutôt qu'en responsable de ses actes. Elle s'assit à la petite table de la cuisine et prit un stylo, commençant une réponse qu'elle n'envoya finalement jamais. À la place, elle écrivit une longue lettre pour elle-même. Une sorte de bilan émotionnel de tout ce qui s'était passé depuis ce dîner catastrophique. Elle réalisa en écrivant que cette bataille n'avait jamais vraiment été une question de vengeance, mais de dignité, de tracer une ligne infranchissable pour protéger Lucas de la toxicité qu'il avait elle-même détruite pendant des années. Les jours suivants apportèrent des nouvelles plus positives qui contrastaient avec la noirceur du conflit familial. Anne reçut une convocation de la direction du CHU pour un entretien qui se révéla être une proposition de promotion. Ses efforts dans la formation en gestion hospitalière avaient été remarqués, et on lui offrait un poste de coordinatrice de l'équipe de nuit avec une augmentation salariale significative. Elle termina également son diplôme technique avec mention, assistant à la cérémonie de remise des certificats avec Fatima et Alexandre dans le public, et Lucas qui applaudissait sans vraiment comprendre mais fier de voir sa maman sur scène. Pour la première fois depuis des mois, Anne sentit quelque chose qui ressemblait à de la fierté personnelle, à l'accomplissement mérité par le travail et la persévérance. Alexandre lui demanda officiellement, un soir après le coucher de Lucas, s'il pouvait envisager de construire quelque chose de sérieux avec elle. Il précisa qu'il ne cherchait pas à remplacer le père de Lucas, juste à être présent et à les soutenir dans leur vie. Anne accepta avec une prudence qu'elle avait apprise à ses dépens, refusant d'idéaliser cette relation naissante, mais choisissant consciemment d'y croire. Un message court arriva sur son téléphone en fin de semaine, envoyé par Mathieu. « Je te dois des excuses. Pas aujourd'hui, mais un jour. » Anne le lut sans répondre, comprenant que certaines réconciliations prenaient du temps, et que d'autres ne viendraient peut-être jamais. Le jour de l'anniversaire de Lucas, elle organisa une petite fête dans le jardin public près de leur appartement avec Fatima, Alexandre, Julien et quelques camarades de l'école maternelle. Les enfants couraient entre les balançoires, tandis que les adultes surveillaient en bavardant, et Anne se surprit à rire sincèrement pour la première fois depuis des mois. La sonnette de l'appartement retentit alors qu'ils rentraient charger les cadeaux, et Anne ouvrit la porte en souriant, s'attendant à voir un voisin. Elle se figea en découvrant qui se tenait sur le palier. Sur le palier se tenait une femme de 78 ans au regard doux, vêtue simplement d'un manteau beige et tenant dans ses mains un paquet emballé avec soin. Anne mit quelques secondes à reconnaître sa grand-mère maternelle, qu'elle n'avait pas vue depuis au moins 6 ans, depuis que sa mère avait décidé de la tenir à distance, pour des raisons qu'elle n'avait jamais vraiment comprises. « Mamie Hélène ?» murmura-t-elle, incrédule, et la vieille femme sourit avec une tendresse qui lui fit monter les larmes aux yeux. Lucas apparut derrière sa mère, curieux, et Hélène s'agenouilla avec difficulté pour se mettre à sa hauteur. « Tu dois être Lucas, » dit-elle doucement. « J'ai beaucoup entendu parler de toi, mon petit. » Dans le salon, après avoir installé Lucas avec son nouveau cadeau, Hélène s'assit en face d'Anne et prit ses mains dans les siennes, ses mains ridées, mais encore fermes, qui sentaient la lavande. « J'aurais dû te protéger quand tu étais petite, » commença-t-elle d'une voix que l'émotion rendait rauque. « Ta mère m'a éloignée parce que je disais trop souvent ce que je pensais de la manière dont il te traitait. Mais j'aurais dû insister, me battre plus fort. » Anne secoua la tête, incapable de parler, et sa grand-mère continua. « Quand j'ai appris ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait à ton fils, j'ai su que tu aurais le courage que je n'ai pas eu. Je suis fière de la femme que tu es devenue, Anne. Tellement fière. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Anne, mais c'étaient des larmes différentes, celles du soulagement et de la reconnaissance plutôt que de la douleur. La petite fête continua avec cette présence inattendue qui apportait une légèreté nouvelle, et Anne observait Lucas rire avec sa arrière-grand-mère en réalisant que la famille pouvait se construire autrement, avec ceux qui choisissaient l'amour plutôt que le sang comme seul critère. 6 mois passèrent, comme dans un rêve éveillé.
Anne emménagea dans un appartement plus spacieux du quartier de Oisem, avec l'augmentation de son nouveau poste. Un 3 pièces lumineux, avec un petit balcon, où Lucas pouvait faire pousser des tomates cerises dans des pots. Alexandre et elle vivaient désormais ensemble, construisant une relation basée sur le respect mutuel et la tendresse quotidienne, plutôt que sur les promesses exaltées. Julien était devenu l'oncle honoraire qui passait tous les dimanches, apportant des croissants et des histoires qui faisaient rire Lucas. L'entreprise de son père avait été liquidée aux enchères pour payer les amendes fiscales, et ses parents vivaient maintenant dans un petit appartement de Mons-en-Barœul, coupés de leur cercle social et confrontés à la réalité qu'ils avaient toujours méprisée chez les autres. Mathieu avait commencé une thérapie et travaillait comme vendeur dans une boutique de matériel informatique, tentant de découvrir qui il était vraiment en dehors des attentes paternelles. Il envoyait parfois des messages brefs à Anne, des tentatives maladroites de renouer un contact. Et elle répondait avec une politesse distante, laissant le temps faire son œuvre. Anne n'avait jamais répondu à la lettre de son père, et elle n'avait pas repris contact avec ses parents. Elle avait choisi de pardonner pour elle-même, pour ne plus porter le poids de la rancœur, mais sans pour autant se réconcilier avec ceux qui n'avaient jamais vraiment reconnu leur tort. Un dimanche après-midi, alors que le soleil d'automne dorait le petit jardin partagé de leur immeuble, Anne et Lucas plantèrent ensemble un jeune érable dans le coin qui leur était réservé. Lucas tassait la terre autour des racines avec ses petites mains, concentré et sérieux. « Il va grandir, maman ?» demanda-t-il, en levant ses yeux clairs vers elle. « Il va devenir grand et fort ?» Anne sourit en caressant ses cheveux, sentant dans cette question simple toute la beauté de l'innocence retrouvée. « Oui, mon chéri, » répondit-elle doucement, comme nous. Et pour la première fois depuis très longtemps, Anne crut vraiment en ces mots. Filters revealed? Yeah, my game is very dark. A ghost can hunt in like 3 seconds. So what I have, Rust tabs, I'm using OBS, so it's just a filter on OBS. So if I just turn off my filters on OBS. Yeah, my brightness is all the way up. Like that's what you guys see. Don't worry, you guys. Yeah. I got this. Hello, Shayna. Oof is right. So it's just OBS. I think there's a filter that I can look into putting on here, so it's Oh my brighter. gosh, I'm actually cooking right now. I'm actually Yeah. cooking. I think that there's a filter. Look at the media right now, Dang. and I've had all 3 objects like. That's like in the Oh, time that it took wow. me to go down to the truck and get more stuff. I know. That's crazy. I use a filter on OBS, You have but I first still object, can't right? see. I'll go Yeah, look for first first object. object. You wanna do the last video? It's not Ouija board. Not music box. It wasn't Yeah, Shayna, you summoning get to see my circle. face. Would be monkey paw upstairs. Yeah, I'm gonna go look. I didn't see Ouija board. I didn't see cards. So maybe Voodoo doll. Maybe cards. Oh, monkey paw got it. Nice. Photos are done. I think everything's done. Do the bone. Yes. Wait, do I? No, I lied. Okay, never mind. I guess I'll go find Bone. I got really lucky. Oh, yeah, I do have the bone actually. Oh, let's go then. We got everything. Yo, she know thing for sure the live. Is what I just heard. P.S. You're amazing. was funny. Thank you. It's more for my views. Yeah. Dude. It's... Meow. What? Who's meowing? Meow, meow, meow. That'll be a perfect game. That was the Thanks, fastest old perfect school. game. You're Friggin' so mad. kind. Skywalker, thank What you do so much you for the do? follow. Just follow the boy. Just follow the boys. And she thing for sharing the Hey, live. listen. Yeah, Gemini, without So the do you filters, playing, dude, it's so Bravo or dark. what? I think so. Oh,
Are you in This there? is Yeah, ridiculous. welcome back. I know. Skywalker, thank you for the follow. This is a- Pretty Sorry. certain it was a Listen. Myling. No, actually, it's a lighthouse. Meow. They will look after Skywalker, thank you for the follow. Welcome in. you. Without a doubt. Welcome in. Welcome in. My God. You can ring my bell, bell, bell. Don't worry, I'm by the door. Getting I'm waiting stabbed. for you. Someone in Worthy's chat asked, "Where have you been?" I love the Lord of the Rings redeems. It's my favorite I've film been series. everywhere. Me too. It's good. You're good. Oh, you're right there. Literally right here. Literally right here. I was gonna go ahead and I save was you. with my child. It's been a long day from Roar, getting up I'm at a 4 a.m. dinosaur. Have a good night, Mossy, my guy. I think. Am I Uh, lame? did we do random or did somebody vote Point Hope? I don't remember. It was random. It was random. Yeah, so I was gonna say it wasn't by choice. Toxic. Hello, Kiwi. All right, everyone has How you Myling. doing? Good? Yes. Yes. Thank you. Meow. Old school gamer, we're gonna get along really, really well. I get so excited every time someone follows me because I get to see Aragorn, son of Arathorn, on my screen. Hello, Death Not. Hello. beautiful Beautiful man. North. Thank you for the tiny bunny and the 3 go populars. Nice, 7,400. I'll take that. I only got 69 I did a weekly or something. or something. Okay. Is it a weekly or a daily? Aragorn is a Skywalker, legend. thank you for the follow. All right. So random again or what? Hey, you guys are driving I mean, the yeah. bus here. The struggle bus for Tyler I mean, I'm and up for I. whatever. Kiwi, thank you for the heart, mini. Thank you. Can I'm just see my terrible looping just skills happy to be here. and points and laugh and be like, look at this No, you guys are doing great. I'm just happy to be included. new. Just happy to be here. But it's not that bad, right? I mean, we haven't Not really with had you we two. haven't really had to loop the ghost yet. Yeah, we haven't really done anything. Sometimes you don't need to loop. Sometimes One does you not just- simply walk into Mordor. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, brother. Oh. we not do randoms I mean, we Mm. can just leave. Hello. You know what? I'm down for We that. can just guess and I go. hope you're doing Will well, suggested it Kiwi. instead of me. Yeah, Okay, I'm let's just just gonna guess and everybody go. pick your favorite You know ghost. what? I'm gonna look at the sky. I think it's a Hold on. Raiju. Oh, did you see how big Yeah. that wave was? I'm No, gonna- that was an I'm Obake gonna- wave. It's a That race. was an Obake wave. Jin. When will we? I'm glad oh, wait. turtle. A mimic. It's a Moroi. Oh my Nemo. Old school. I know. Brother. Hey, somebody time him out. He's cheating. Cheating. He's got hacks. Old It's school going really gamer, good, Kiwi. You want to spank? You want to time We're out? doing a collab right now, Kiwi. That's Right, Some Rebel. rebel. amazing people. So what map are we doing? Not Point Hope. Maybe we can just go. Let's just do Sunny Meadows. Yeah, that sounds like a Alright. great idea. Really great, you guys. I'm really excited. I'm so happy to be here, guys. I'm really happy to be here. Thanks for including me. Hi, Shayna. How are you, love? I really thought about making myself cry for that one. Listen, I still have PTSD you're from good. from doing APOC. Okay, I don't like it here. It's a good map. Yeah, Yeah, it's a like good the map. best map in the game. great map. I feel right at home here. I mean, I don't know if I'd go. Jamal, that thank you for the far. heart, me. Thank you. And everybody else. Oh, on iPad? Nice. And everybody else, thank you for sending your heart me's. I really appreciate it. It's fine. I wouldn't say this place is very homely. Definitely, homie. I'm gonna stick with this guy. I don't even know who I'm with Yeah, because you they guys look have the same exact skin. We are the same. Literally the same person. We are the same person. I Yeah, we're the hate same person. I hate the way you guys look right now doing that. They're like, we are the same. Come play with us. That was literally my twin. It's the tarot cards.
Do you have a photo camera? I don't even know where they are. No, I have a video camera. No. They Except went for the well. mayo, yeah. That's how you'll know the difference between me and Bravo. He loves mayo, and I can't stand the thought of mayo. So Worthy always wears headgear. Okay. Worthy has headgear. Mateo, Bravo thank you for the doesn't have heart, me. headgear. Bravo, why don't you have headgear, dude? Because I can see everything. yeah, he's I can got see it all. filters. And tattoo. The filters show him the way. Do you know the way? Oh, it's hunting, so it's not going to be anywhere over here. Let's go look this way. Mayo Okay. on pizza. Mayo See, on that's just pizza. criminal. Oh my Yeah, god. that's Bravo's favorite. So Please tell That's me you're Bravo's joking. favorite. Please tell me that's a joke. All right. So, okay. So here's the thing. All right. I've never had it before. And then someone on stream was like, yo, like if you added like mayo to your pizza, it's pretty good. I was like, you're trolling. we're gonna hide right here. You know? So then on stream, I bought pizza and then I was like, all right, I'll try it. And then they were like, rate it. I was like, you guys want my honest opinion? They're like, yeah. I was like, 8 out of 10. Really? It actually was good? Yeah. Okay, so Yes. Michelle, No. thanks for the heart me. did you like dip it? Did you like? No, I just put a little bit on top. I mean, I would Oh, do it so with you a did. ranch. Yeah. But mayo? Yeah, ranch. OP. Where are you Mayo. people? I'll try it. I'll try it. I'm just, Doesn't I'll- ranch have mayo? Crazy. I'm just wondering. Bravo, how many subs for you to get a tattoo of like a tiny jar of mayo? How many subs? 0. He'll just How many do it subs? Just a willingly. small tattoo of a mayo jar. It's still hunting. Oh, okay, so it's gonna be down right side hallway. 50 subs. And I'll do it. All right, 50 chat. subs and you'll get a tattoo of a jar of mayo. Yes. Wait, that's actually like, that's kind of like not a lot of subs. No. Oh, there we go. Hey, Raiders. Say, I'm gonna There you mute are. for a I second lost so you. I can say hi to I lost Oh. you. This way. Cherry Fairies, hello, lovely. How are you? Come in. How was your stream? What were you playing today?